Donc, simplement, je voudrais vous dire, en tant que président du CIAD, bonjour à tous. Merci de nous retrouver et merci à GSA d'avoir permis cette réunion. Je crois que on est dans une période générale économique et géostratégique très incertaine. Non seulement il y a l'élection de Donald Trump dont on va parler, mais il y a les difficultés françaises ou le désordre français, en tout cas la période d'incertitude en France, qui ajoute à tout ça. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de la partie américaine. Peut-être après, on va parler d'un jour de la partie française en Afrique, mais en tout cas, là, on parle de la partie américaine. Et ça nous intéressera d'entendre vos avis, Mathilde et Julien, sur les changements ou les bousculements qui vont arriver à coup sûr dans le monde financier et donc qui va toucher l'Afrique avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Et ça nous intéressera de faire la part des choses entre les changements qui seront de nature, me semble-t-il, de négociation tactique, les postures de négociation qui peut-être pourront faire générer des craintes au marché, et puis la réalité des choses qui aboutira après les éventuels bras de fer sur les sur les droits de douane, sur les financements, sur les blocages des imports-exports et sur la position des Américains en Afrique. Vont-ils profiter de la faiblesse actuelle de la France en Afrique pour essayer de prendre des places ou continuer à marquer un certain désintérêt vis-à-vis de ce continent? Voilà toutes les questions on a hâte d'aborder avec vous. Donc, Mathilde et Julien, encore une fois, merci de nous faire part de vos connaissances de tous ces dossiers. Et je vous cède avec plaisir la parole. Et donc, c'est prévu, je crois, pour durer 3 quarts d'heure. Donc, à 10 heures, on s'arrête, je crois. Voilà. Et il y aura il y a une petite séquence, il y a une séquence de questions. Donc, si les auditeurs veulent préparer leurs questions, ils peuvent les poser via le chat. Voilà. Non, via QR. Via QR, pardon. Voilà. À vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Étienne. Bonjour à tous. Je suis Mathilde Perrinet, présidente de la commission économie et finances du CIAN, qui a été créée cette année et qui est dédiée à l'analyse des questions économiques et financières sur le continent, qu'elles soient des questions d'actualité ou des questions plus structurelles. On avait eu la chance d'échanger ensemble en juin dernier à l'occasion du premier panel de l'année qui avait été dédié aux questions économiques en suivi des assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Et ça avait été l'occasion pour nous de faire un état des lieux de la situation du continent et notamment de mettre en exergue plusieurs tendances structurelles avec une croissance relativement faible sur le continent, même si elle cache des réalités diverses. Et puis la question aussi d'un accès et des conditions de financement pour les pays de la zone qui demeurent difficiles. Depuis ce panel en juin dernier, les perspectives de croissance pour cette année pour le continent africain sont restées relativement stables. Elles ont été révisées légèrement à la baisse de 3,8 à 3,6 en octobre dernier. Et donc, ces projections ont été réalisées par le FMI à l'occasion des rencontres annuelles du FMI et de la Banque mondiale qui ont eu lieu à Washington en octobre dernier. Et notamment, ces rencontres annuelles étaient particulièrement intéressantes parce qu'elles s'inscrivaient vraiment quelques semaines avant les élections américaines. Et donc, tous les participants étaient dans un relatif attentisme en ayant les yeux rivés sur les résultats des élections américaines qui étaient prévues quelques semaines après. Donc, ces élections américaines, elles se sont inscrites dans un cycle de réduction de l'inflation dans la majorité des économies du monde, que ce soit les économies avancées ou les économies en développement ou les économies émergentes. Et donc, l'inflation, globalement, a pu être réduite de manière considérable grâce à un cycle de resserrement de la politique monétaire. Et donc, ça a permis, dans de nombreux pays, de réduire considérablement l'inflation, puisqu'on était à des pics très élevés en 2022 et 2023. On a donc eu notamment aux États-Unis, grâce aux perspectives positives de l'économie américaine, la première baisse du taux directeur par la Fed américaine en septembre dernier, et ça faisait 4 ans que la Fed n'avait pas procédé à une baisse de son taux directeur. Donc depuis le résultat des élections américaines et l'élection de Donald Trump, les discussions se cristallisent sur l'impact des politiques qui ont été annoncées à la fois sur l'économie américaine, mais aussi sur le reste du monde, et notamment sur la Chine et les économies émergentes. Sur le plan économique, plusieurs thématiques sont vraiment importantes à suivre.
Dans un premier temps, la politique budgétaire, puisque le président américain s'est déjà prononcé sur le fait qu'il voulait réduire considérablement les impôts sur les sociétés. Le deuxième point a trait à la politique commerciale, avec des droits de douane qui seront probablement plus élevés envers la Chine, mais potentiellement aussi envers d'autres pays du reste du monde. Et enfin, la question de la politique migratoire plus restrictive, qui aura évidemment un impact sur le marché du travail américain et donc et potentiellement sur l'inflation. Donc, ces différentes composantes de la politique économique américaine devraient avoir un impact également sur le reste du monde, et notamment via le renforcement du dollar américain, en raison de la politique budgétaire expansionniste dont je parlais tout à l'heure, et aussi la reprise de la guerre commerciale avec la Chine et le reste du monde. Donc, ces perspectives de renforcement du dollar posent beaucoup de questions et accentuent les pressions sur les marchés émergents qui se sont déjà matérialisées depuis le début du mois par des flux sortants des fonds émergents au cours du mois de novembre. Donc aujourd'hui, on aura la chance d'avoir avec nous Julien Marcilly, qui est chef économiste chez GSA, et donc on aura l'occasion de revenir ensemble sur plusieurs points que j'ai pu aborder dans mon introduction. Certains d'entre vous le connaissent déjà il a participé à plusieurs panels du CIAN. Donc, je vous propose de commencer par un échange entre Julien et moi sur un certain nombre de questions et ensuite, n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet Q&A et on pourra les prendre en fin de session. Donc, Julien, j'en ai déjà touché un mot brièvement dans mon introduction, mais est-ce que tu pourrais revenir sur les piliers de la politique économique du président Trump? Oui, merci Mathilde et merci Étienne pour l'invitation. Bon, effectivement, l'élection de Donald Trump constitue un changement important puisque ça concerne la première économie mondiale. Et donc, depuis son élection le 5 novembre, beaucoup d'analyses sont faites quant aux différents impacts que ça pourrait avoir à la fois sur l'économie américaine et puis sur le reste de l'économie mondiale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je pense quand on fait ce travail d'analyse, il y a deux écueils à éviter. Le premier, il est de partir avec un a priori très négatif lié à un biais politique. C'est ce qui avait été fait notamment par de nombreux observateurs au moment du premier mandat de Donald Trump. Et il faut toujours, notamment, ça va être un des fils rouges de ce dont on va discuter avec Mathilde, c'est évidemment il y a les mesures qui peuvent être prises, mais il ne faut pas oublier après toutes les forces de rappel, les forces de marché qui vont jouer et qui vont en fait limiter l'impact de ces mesures. Hein. Par exemple, quand des droits de douane sont décidés, alors là, on va vous donner quelques chiffres sur les impacts que ça pourrait avoir sur certaines économies, mais il ne faut pas non plus oublier que ça donnera lieu à des effets, par exemple, sur les taux de change qui vont permettre de limiter un peu l'impact de ces mesures. Ça, c'est la première chose. Et le deuxième écueil, bah, c'est l'extrême inverse. Hein. Moi, j'entends beaucoup de personnes qui disent, mais de toute façon, Donald Trump, on l'a déjà vu une fois, finalement, je caricature, hein, mais il ne s'est pas passé grand-chose. L'économie américaine s'était plutôt bien portée, l'économie mondiale aussi pendant son premier mandat. Donc pourquoi s'inquiéter? Là aussi, je pense que c'est une vision qui est assez simpliste et qui ne tient pas compte du fait que les mesures annoncées par Donald Trump pendant sa campagne sont d'une toute autre ampleur que celles qu'il avait pu mettre en œuvre pendant son premier mandat. Donc justement, quelles sont-elles ces mesures? Mathilde en a déjà touché un mot, mais concrètement, sur le plan interne, il insiste beaucoup sur le fait de vouloir prolonger les baisses d'impôts qu'il avait décidées en 2017 et qui bénéficiaient à la fois aux ménages et aux entreprises. Et c'était un programme de baisse d'impôts qui était massif, notamment pour les entreprises. Hein, ça consistait, par exemple, à baisser le taux d'imposition de 35% à 21%. Il se trouve que ce programme, en théorie, devait se terminer l'année prochaine. Et donc, lui a mis au cœur de son programme pour son deuxième mandat la prolongation de ces dispositions. Et donc ça coûterait énormément hein, sur le budget américain. Or, on le sait, la dette publique américaine est déjà élevée. Sur une dizaine d'années, grosso modo, ça coûterait à peu près 500 milliards de dollars supplémentaires. Vous ajoutez à ça encore quelques autres centaines de milliards qui consistent à des baisses
à des baisses de recettes diverses et variées, ça veut dire que eh bien, la future administration américaine devra compenser ça au moins en partie par des recettes supplémentaires. Et de ce point de vue-là, ce que propose Donald Trump, c'est pas surprenant, c'est d'augmenter les droits de douane. Pourquoi je dis c'est pas surprenant? Évidemment parce que c'est ce qu'il avait déjà mis en œuvre pendant son premier mandat. Et puis, il en parle depuis le début de sa carrière, hein. Si vous relisez des interviews de Donald Trump dans les années 1980, déjà à l'époque, il n'était pas du tout en politique, mais il insistait beaucoup sur le fait de devoir imposer des droits de douane. Alors, à l'époque, c'était sur le Japon, parce que les États-Unis enregistraient un déficit commercial important vis-à-vis de ce pays-là. Donc, il a ça fortement ancré en lui. Donc, ça veut dire que c'est son programme. On sent qu'il veut vraiment le faire, hein. Donc, c'est pour déjà répondre à la question, bon, est-ce que c'est une promesse lancée vaguement pendant la campagne et qui ne sera pas suivie des faits? A priori, il souhaite vraiment le faire. La question suivante, c'est est-ce qu'il a la capacité de le faire? La réponse globalement est oui, hein. C'est pareil, on se souvient que pendant son premier mandat, il avait pu prendre beaucoup de décisions protectionnistes par décret, hein, par les fameux executive orders. Et là, peut-être que certaines mesures protectionnistes, cette fois, pourraient devoir être confirmées par un vote de la Chambre des représentants et du Sénat, mais vous n'êtes pas sans savoir que les républicains ont obtenu la majorité dans ces deux chambres. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils voteront tous ce que le président américain propose, mais il y a quand même de bonnes chances que que ça se fasse. Donc tout ça pour dire qu'il a à la fois la volonté et la capacité de le faire. Dernier point, avant de rentrer dans le cœur de sujet sur l'Afrique, quand même un des enseignements majeurs de son premier mandat, c'est évidemment qu'il faut s'attacher à regarder quelles vont être les mesures qui vont être prises en tant que telles, mais le coût économique du premier mandat de Trump réside aussi dans le fort degré d'incertitude associé à ces mesures. C'est-à-dire que ce qu'on avait observé à l'époque, et ça, par définition, c'est plus difficilement quantifiable a priori, c'est que la majorité du coût économique subi par l'économie américaine et le reste des économies, c'était lié à une baisse de confiance, à des comportements attentistes en matière d'investissement des entreprises, de consommation des ménages, parce que les entreprises se demandaient s'il allait prendre effectivement ces mesures et s'il allait les mettre en place, quand, qui est-ce que ça allait toucher, etc., etc. Et là, on voit notamment depuis une semaine qu'on revient un peu dans ce cas de figure. Si je prends un exemple qui, comme Mathilde le disait, il souhaite imposer des droits de douane à hauteur de 60% sur les importations chinoises, c'est ce qu'il avait dit pendant sa campagne. Vous voyez que rien qu'au cours de la semaine qui vient de se dérouler, il avait d'abord dit que ce serait finalement peut-être que 10%. Ça, c'était au début de semaine dernière. Et puis, pas plus tard que ce week-end, il a évoqué dans un message sur les réseaux sociaux de possibles droits de douane de 100% sur les importations de tous les BRICS. Donc, on voit bien qu'on se dirige vers du protectionnisme, mais l'ampleur des mesures qui vont être prises reste quand même assez incertaine. Non, merci beaucoup, Julien, pour cette introduction. Et donc, tu faisais le parallèle entre Trump 2.0 et Trump 1.0. Est-ce que tu pourrais revenir sur l'impact de la politique de Trump qui avait été mise en œuvre à l'époque, à l'occasion de son premier mandat, et notamment l'impact sur les économies africaines? Oui. Alors, concrètement, cette Juste, fois-ci, on voit pas tes slides. En tout cas, on oui. le voit, mais c'est seulement sur la première. Peut-être que tu veux les passer. Ah, bah oui, en effet, ça passe plus. Ouais, ça bloque. Bon, bah c'est quelques diapositives, c'est pas grave, on vous les enverra, on vous les enverra après. Il y en avait pas beaucoup de toute façon. Euh, oui, donc en effet, sur les enseignements de son premier mandat sur l'Afrique. Alors, à l'époque, les mesures proposées, et en tout cas en matière de protectionnisme, était quand même d'une ampleur qui était bien différente et nettement moindre que ce qui pourrait être mis en place cette fois-ci. Cette fois-ci, avec toutes les incertitudes de l'exercice, comme je viens de l'évoquer, mais si on s'en tient à ce qu'il a dit pendant sa campagne, c'est-à-dire mettre en place des droits de douane à hauteur de 10% sur l'ensemble des importations et des droits de douane plus élevés à hauteur de 60% sur les importations en provenance de Chine, c'est quand même
d'une ampleur beaucoup plus forte que ce qui avait été décidé à l'époque. À l'époque, si vous vous souvenez bien, il avait commencé par cibler certains produits bien particuliers, les machines à laver, les panneaux solaires. Ensuite, il avait étendu ça à des produits tels que l'aluminium, l'acier. Et donc, à chaque fois, il avait une vision très produit dans un premier temps. Et donc là-dessus, il avait appliqué des droits de douane sur l'ensemble des importations. Bon, il se trouve que sur ces quelques produits bien précis, en fait, l'Afrique dans son ensemble était relativement peu exposée, hein. Sur les panneaux solaires, sur les machines à laver, c'est négligeable. Et puis, sur les métaux que je mentionnais, en fait, il y a un nombre très restreint de pays qui avaient été négativement affectés à l'époque. On peut en citer deux, hein, qui étaient l'Afrique du Sud et, dans une moindre mesure, l'Égypte. Mais vous voyez que c'était plutôt anecdotique. Pour la région dans son ensemble, on ne peut pas dire qu'à l'époque, il y a eu des effets très significatifs en matière de protectionnisme. Et même sur les droits de douane imposés sur la Chine, même si évidemment ça avait beaucoup fait l'actualité, je pense que c'est important de remettre les choses en perspective. Il avait terminé par imposer un droit de douane de 7,5% sur les importations chinoises. Donc on est très très loin d'éventuels tarifs à hauteur de 60% qu'il évoque désormais. Merci beaucoup. Et donc, comme tu le disais très justement, on s'attend à avoir des mesures beaucoup plus drastiques dans le cadre du deuxième mandat de Donald Trump. Euh, je parlais en introduction notamment des effets attendus via un renforcement du dollar, mais est-ce que tu pourrais revenir sur les différents effets attendus de ces différentes mesures, qu'ils soient directs ou indirects pour la zone? Oui, bah, effectivement, si on s'en tient à cette question simple et qu'on part du principe que l'administration américaine appliquerait des droits de douane à hauteur de 10%, même si ça pourrait être 20% en plus sur l'ensemble des importations, et puis avec un malus en quelque sorte à 60% sur les importations chinoises, bon là évidemment, les effets seraient plus importants pour l'Afrique prise dans son ensemble et pour certains pays en particulier. Déjà, sur les effets directs via l'exposition à l'économie américaine. Bon, là, ce qu'il convient de regarder, c'est évidemment déjà quel pays africain exporte beaucoup vers les États-Unis. Et donc, quand on fait ça, vous le verrez dans la petite présentation qu'on vous enverra, on retrouve évidemment en valeur absolue déjà les grandes économies de la zone, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie. Bon, ensuite, quand on applique un autre critère qui est de regarder quel est le pourcentage de ces exportations vers les États-Unis relativement aux exportations totales du pays, la vision est un tout petit peu plus différente. Et là, il y a certains autres pays qui ressortent, comme notamment l'Éthiopie, qui a un pourcentage assez élevé. Mais finalement, s'arrêter à cet indicateur, c'est assez réducteur parce que vous pouvez très bien avoir une part significative de vos exportations qui sont dédiées au marché américain. Mais si vos exportations totales représentent assez peu pour vous dans votre économie, c'est-à-dire si vous êtes une économie relativement fermée qui dépend surtout de la consommation des ménages, de l'investissement des entreprises, vous serez quand même assez peu touché. Et c'est le cas justement d'un pays comme l'Éthiopie. Donc ce qui convient de regarder, c'est plutôt finalement quel est le poids des exportations du pays en question vers les États-Unis en pourcentage de son PIB. Et là, quand on fait ça, finalement, les pays les plus exposés sont de plus petite taille et on retrouve notamment, alors en tête, c'est assez anecdotique, mais une petite économie comme le Lesotho, mais ensuite on en a d'autres qu'on connaît davantage, notamment la Libye, l'Afrique du Sud, le Ghana, donc des marchés quand même un peu plus grands qui verraient une part plus importante de leurs débouchés affecter leur économie. Et notamment pour calculer l'impact sur l'économie, ben on a regardé un peu des élasticités. On s'est dit, ben voilà, si les droits de douane augmentent de 10%, finalement, on va dire que les pays qui exportent des biens manufacturés se verront impactés plus négativement parce qu'en général,
ces biens manufacturés ont une élasticité prix plus forte. C'est-à-dire que quand leur prix augmente, la demande baisse plus largement. En revanche, et ça c'est quand même la bonne nouvelle pour beaucoup d'économies africaines, comme beaucoup d'entre elles exportent surtout des matières premières, en général, l'élasticité prix des matières premières est moins forte. C'est-à-dire que quel que soit le prix, pour caricaturer, quel que soit le prix de ces matières premières, finalement, la demande reste assez stable. Pourquoi? Parce que ce sont évidemment des biens de première nécessité. Mais le fait est que pour tous les pays que je viens de citer, l'impact serait significatif. Pour la région dans son ensemble, c'est moins de 1% du PIB qui est exposé donc à l'économie américaine. Donc c'est quand même relativement modeste, mais vous voyez qu'il y a de fortes différences au sein de la région avec certaines économies qui seraient plus impactées. Donc ça, ce sont pour les impacts directs liés à un accès plus difficile au marché américain si des droits de douane de 10% étaient décidés. Et évidemment, bon, si c'est 20%, l'impact serait plus élevé. Mais ce qu'il ne faut pas négliger, et c'est peut-être de là d'ailleurs que les effets négatifs seraient les plus importants, ce sont les effets indirects. C'est-à-dire que si on se place et si on retient le scénario dans lequel l'administration américaine augmenterait ses tarifs douaniers massivement sur les importations chinoises, ben, on sait que ça aurait un impact significatif sur l'économie chinoise. Or, ben, par effet de ricochet, beaucoup d'économies africaines sont très exposées à l'économie chinoise, bien davantage qu'à l'économie américaine. Et en particulier, via des exportations de matières premières qui sont ensuite utilisées par les industries chinoises pour produire des biens manufacturés exportés vers les États-Unis. Donc, enfin, vous avez peut-être en tête un peu ces corrélations habituelles, c'est-à-dire que quand la croissance chinoise baisse d'un point, on dit qu'en moyenne, la croissance en Afrique baisse d'un quart de point. Et pour les économies africaines qui dépendent beaucoup des matières premières énergétiques, là, c'est même un demi-point. Donc là, il faudrait être plus vigilant sur des économies, évidemment, comme l'Angola, par exemple, comme le Congo, pour citer que quelques exemples, qui sont très exposés à la demande chinoise et donc par effet de ricochet, encore une fois, qui pourrait être pénalisé dans le cas d'une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Bon, après, il y a d'autres effets indirects qu'il faudrait regarder, qu'on peut pas, qui est difficile de quantifier à ce stade, mais ce qu'on observe, par exemple, c'est que la Chine a déjà commencé à essayer, comme le marché américain est un peu bloqué pour certains de ses produits, hein, notamment les batteries électriques, les panneaux solaires, la Chine a déjà commencé à exporter bien davantage vers certaines économies émergentes, pas trop vers l'Afrique, mais il faudra surveiller, peut-être que ce sera le cas dans les semaines et les mois à venir. Et donc on voit que certaines grandes économies émergentes comme le Brésil, comme la Turquie, commencent à se protéger en décidant des droits de douane eux-mêmes sur les importations chinoises pour éviter un peu d'être les victimes collatérales de cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Donc c'est quelque chose aussi qui est à surveiller dans le cas de l'Afrique, même si à ce stade, ce n'est pas de là que vient le risque principal. Merci beaucoup. On parle également beaucoup depuis quelques semaines des perspectives relatives à l'AGOA. Donc l'AGOA, pour référence, c'est l'African Growth and Opportunity Act. C'est en français la loi pour la croissance et les opportunités en Afrique. Donc c'est un partenariat commercial qui lie les États-Unis et un certain nombre de pays africains éligibles. Bon, on sait qu'il y a eu certains développements au cours des dernières années, puisque certains pays en ont été exclus pour des raisons de gouvernance, que ce soit le Niger, le Gabon ou l'Ouganda plus récemment. Et c'est un partenariat qui, normalement, devrait expirer en 2025. Donc, quel est ton avis là-dessus sur les perspectives éventuelles, puisqu'on peut sentir déjà que, en tout cas, d'après les premières informations qu'on a, que le président Trump éventuellement souhaiterait resserrer les relations vers des partenariats bilatéraux et pas nécessairement un partenariat plus global comme on avait pu le voir avec l'AGOA. Oui, mais en effet, hein, c'est une excellente question parce qu'il vient à expiration le 30 septembre prochain. Donc, comme tu l'as dit, certains pays ont été exclus récemment, mais il y en a quand même encore 32 hein, dans la région qui en bénéficient. Et donc, sur à peu près, grosso modo, 17 000 produits exportés tous les ans d'Afrique vers les États-Unis, il y en a entre 6 et 7 000 qui bénéficient de ces droits de douane abaissés.
Et pour entre 1000 et 2000, c'est même zéro droit de douane. Donc ça peut être, c'est en effet une question importante. Bon, évidemment, si Donald Trump ne fait aucun cas de l'Afrique, et c'est vrai qu'il en a très peu parlé pendant sa campagne, et qu'il reste sur sa doctrine euh, qui consiste à dire je vais imposer des tarifs massifs sur les importations chinoises, et pour éviter qu'il y ait des effets de contournement via d'autres pays, comme le Vietnam, comme le Mexique, parce que c'est ce qu'il a beaucoup regretté après son premier mandat, hein, c'est de voir ces effets de contournement. Eh bien, pour les éviter, il décide d'imposer des droits de douane minimum sur l'ensemble des importations. Bon, comme on vient de le dire, à 10 ou 20%. Dans ce cas-là, l'Afrique serait clairement une victime collatérale, hein. Et de facto, s'il décide ces droits de douane sur l'ensemble des importations, ce n'est pas cohérent avec une prolongation de l'AGOA, puisque beaucoup de produits d'exportation africaine bénéficiant actuellement de droits de douane abaissés bah, verraient mécaniquement leurs droits de douane augmenter. Donc c'est l'un ou l'autre. Ensuite, effectivement, si on voit si on voit le bon côté, si on voit le bon côté des choses, euh, il y a- la question de l'AGOA à ce stade n'a jamais été traitée par la Maison-Blanche directement aux États-Unis. C'est beaucoup plus une question parlementaire qui est davantage traitée par la Chambre des représentants et le Sénat. Il y a une commission bipartisane donc, qui fait consensus, ou en tout cas qui faisait consensus jusqu'à l'élection du 5 novembre sur le fait de prolonger l'AGOA et il était prévu que ce soit le cas pour de très nombreuses années. Donc, effectivement, la question se pose de savoir est-ce que la personne de Donald Trump va remettre en cause cette dynamique qui allait vers une prolongation sans aucun problème de l'AGOA. Et comme tu le disais, un des autres enjeux, c'est aussi de savoir, mais l'un n'empêche pas l'autre, hein, c'est-à-dire est-ce qu'il va privilégier des relations plus bilatérales et qui consisteraient là, sans doute, à se focaliser sur des pays qui peuvent approvisionner l'économie américaine en métaux critiques, qui est un des sujets, un des sujets clés. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'était très bien parti pour la Goa, et là, il y a un point d'interrogation qui est mis. Mais encore une fois, là où il y a une différence, c'est que cette fois-ci, il y avait quand même un consensus à la fois du côté démocrate et républicain pour le prolonger. Donc, ce serait vraiment lié à une décision présidentielle, sachant que ce n'est pas non plus sa priorité absolue. Merci beaucoup. Et donc, on est revenu dans le détail tout à l'heure sur les différents effets indirects et directs des mesures envisagées par le président Trump. Je voudrais revenir, et c'est une des dernières questions, sur la question du renforcement du dollar. Est-ce que tu pourrais aller dans le détail sur cette question et notamment sur l'impact de ce renforcement du dollar sur les économies africaines? Hmm. Ouais, c'est vrai que c'est à la fois la hausse du dollar. Bon, déjà, premièrement, elle n'est pas uniquement liée à l'élection de Donald Trump, hein. Ça fait quand même plusieurs années que le dollar est fort face à quasiment toutes les devises. Et c'est d'ailleurs un sujet de préoccupation pour beaucoup d'économies émergentes en développement et notamment en Afrique, parce que ça favorise des sorties de capitaux et donc ça contraint en quelque sorte les politiques monétaires de beaucoup de pays qui doivent maintenir des taux d'intérêt élevés, bien sûr pour contenir l'inflation, mais aussi pour essayer d'éviter qu'il y ait des sorties de capitaux excessives dans cet environnement de taux américains élevés et de dollars forts. Et donc là-dessus, élection de Donald Trump, et on a vu en effet une nouvelle appréciation du dollar, même si celle-ci, c'est un peu il y a eu un peu le mouvement inverse qui s'est effectué depuis maintenant 2 semaines. Mais globalement, au-delà des réactions de marché, si Donald Trump et l'administration américaine mettent en place ces mesures protectionnistes, ce serait négatif pour la croissance américaine, mais le fait est que ce serait positif pour la balance commerciale américaine. C'est-à-dire que comme les importations seraient plus chères aux États-Unis, les Américains consommeraient moins, euh, mais ce qui veut dire aussi qu'ils importeraient moins. Et donc ça, toute chose égale par ailleurs, c'est vrai que ça va dans le sens d'une appréciation d'une appréciation du dollar. Donc il y a deux manières de voir les choses. Sur le plan du canal commercial,
si les devises des pays africains se déprécient un peu face au dollar, dans le cadre de mesures protectionnistes qui seraient prises, quelque part, ça permettrait de compenser en partie les effets à la hausse sur les prix exportés liés aux droits de douane. C'est-à-dire que d'un côté, vous auriez une hausse des prix exportés via la hausse des droits de douane, mais en partie compensée par la baisse de la devise. Donc là-dessus, quelque part, ce serait une bonne nouvelle, notamment pour les pays qui seraient les plus exposés. En revanche, c'est sûr que, bon, on le sait tous, il y a encore, et Mathilde, tu le disais en introduction, il y a encore les stigmates de la période très récente de l'inflation élevée dans beaucoup de pays. Et le fait que les devises se redéprécient, bah, ça laisserait craindre une recrudescence des prix importés et donc de l'inflation. Ce qui veut dire que, à mon avis, beaucoup de banques centrales seraient contraintes de maintenir plus durablement une politique monétaire euh, moins accommodante. Et ça, évidemment, c'est un facteur qui est plutôt négatif pour l'activité économique dans ces pays, qui est aussi plutôt négatif pour bah, pour toutes les questions de refinancement de dette dont on a déjà beaucoup parlé au cours des dernières années. Merci beaucoup. Et dernière question pour conclure, et peut-être pour ouvrir aussi la discussion. On a beaucoup parlé de l'Afrique, mais comment le continent se positionne-t-il vis-à-vis d'autres pays qui pourraient être impactés de manière beaucoup plus forte par les mesures qui sont envisagées par le président Trump? Oui, bah, effectivement, c'est vrai que là, comme le sujet c'est l'Afrique, on voit le verre d'eau à moitié vide et on se focalise sur les risques associés à cette région. Maintenant, si on essaie de le voir un peu plus à moitié plein, voilà, beaucoup d'autres régions seraient plus affectées que l'Afrique. On n'a pas arrêté de parler de la Chine, donc c'est pas la peine que j'en redise un mot. Mais même au-delà de ça, je me répète, mais une de ses grandes frustrations lors de son premier mandat, c'était de s'apercevoir finalement que ces droits de douane appliqués à la Chine avaient été contournés et que d'autres pays en avaient notamment profité. Et donc, quand on regarde le degré d'exposition au marché américain que je vous mentionnais tout à l'heure, les pays dans le monde dans lesquels il est le plus élevé, c'est sans surprise des économies qui sont très loin de l'Afrique, hein. Elles sont notamment en Amérique latine et en premier lieu, bien sûr, le Mexique, mais aussi surtout en Asie, hein, même sans parler de la Chine, des économies comme le Vietnam et dans une moindre mesure la Malaisie, la Thaïlande, la Corée du Sud sont nettement plus exposées à ce risque d'instauration de droits de douane que beaucoup d'économies africaines. Mais ce qui nous fait aussi revenir au point de départ, qui est de dire que quelque part, c'est un risque global et que les effets sur les économies africaines, finalement, les plus forts, ne seraient pas nécessairement via ces effets directs, mais plutôt via ces effets indirects sur beaucoup d'autres grandes économies émergentes, notamment en Asie et en Amérique latine. Merci beaucoup. Je pense que ça clôt cette discussion et on peut laisser la parole enfin pas la parole, mais en tout cas l'opportunité aux participants peut-être de te poser quelques questions. Donc, je comprends qu'il faut écrire directement dans l'onglet Q&A. Ben, je vais peut-être lancer le débat avec une question orale, puisque j'ai la chance d'y avoir accès. Euh, Julia, tu as indiqué que les baisses d'impôts étaient un des points importants de la politique de Trump et que ça conduirait peut-être à un excès de déficit supplémentaire de 500 milliards. Je ne sais pas si c'est par an ou sur la durée du mandat, mais enfin en tout cas c'est un appel d'air qui va être compensé, certes peut-être par une augmentation des droits de douane par des nouvelles recettes pendant là, mais aussi beaucoup par l'appel à la dette, c'est-à-dire que les Américains vont tirer sur les liquidités mondiales pour financer cette baisse d'impôts. Et donc, est-ce que ça peut pas être une conséquence pour des difficultés de financement des économies africaines et des projets? C'est-à-dire, en gros, il va manquer d'argent. Et les financements de projets vont être un petit peu ralentis ou difficiles. Est-ce que c'est une vision possible? Complètement, tout à fait possible. Bon, pour le détail, hein, mais les à peu près 500 milliards concernent les baisses d'impôts.
Et ensuite, justement, ce qu'il souhaite, c'est que ces droits de douane, et si on part du principe que ce serait 10% et 60%, ça permette de compenser la moitié de ces 500 milliards qui sont sur 10 ans. Mais le fait est que, en effet, malgré tout ça, la dette américaine augmenterait, pardon, sachant que même sans l'élection de Donald Trump, la dette américaine était déjà sur une tendance très haussière, était déjà censée être sur une tendance très haussière dans les années à venir. Hein. Donc effectivement, il va y avoir un besoin de financement supplémentaire aux États-Unis, même avec des hypothèses raisonnables. Et pour dire les choses autrement, ça veut dire que même si l'inflation ralentit aux États-Unis actuellement, bah, finalement, la leçon de tout ça, c'est que dette plus élection de Donald Trump, ça veut dire sans doute des taux d'intérêt américains plus élevés que ce qu'on aurait anticipé auparavant. Et effectivement, bah, le risque, c'est celui qui est mentionné. Hein. C'est celui de de revoir un environnement difficile pour les économies émergentes tel que celui qu'on a connu au cours des 2, 3 dernières années et qui se prolonge dans le temps. C'est-à-dire être contraint d'avoir une politique monétaire plus restrictive pour ne pas que l'écart de taux avec les États-Unis soit trop important, des difficultés pour se refinancer sur les marchés financiers internationaux et donc un environnement, oui, moins favorable à l'investissement, c'est clair. On a une autre Je peux question. juste rebondir là-dessus. Oui, bien sûr. Il y a une chose qui me surprend toujours, c'est que les États-Unis accumulent des déficits, déficits budgétaires, déficits commerciaux très très élevés, et leur monnaie continue à s'apprécier. On a l'impression qu'il n'y a pas de lien, mais je sais que c'est parce que c'est eux qui créent la monnaie du monde, mais quand même, un jour ou l'autre, il n'y aura pas un lien entre l'appréciation du dollar, sa valorisation, et les déficits abyssaux des États-Unis. Tout Oui. pays normal en Afrique affiche des déficits, sa monnaie baisse fortement. Eh bien, le seul contre-exemple, c'est les États-Unis. Ouais, complètement. Mais parce que je pense que enfin, il y a il y a des volontés ou il y a des stratégies qui sont contradictoires et qui peuvent changer en fonction des périodes. C'est-à-dire que en temps calme, effectivement, bah, il y a de plus en plus d'agents économiques, que ce soit des États ou des entreprises un peu partout dans le monde, qui se disent ce serait rationnel de moins dépendre du dollar et de diversifier mes réserves, le libellé de mes exportations, etc., etc., en faveur d'autres devises. Bon, le fait est que déjà, ce qui ralentit ce processus, c'est que, il n'y a pas d'alternative au dollar qui réunit tous ces avantages. Hein. Alors, il y a l'or dont la valeur augmente, mais avec tous les inconvénients de Le pauvre. de cette réserve. Hein. C'est pour ça que le système tournait autour de l'or, le système financier mondial qui tournait autour de l'or jusque dans les années 70 a été abandonné parce que sa quantité est finie. Et puis, il n'y a pas d'autre devise après qui a tous les avantages du dollar. Donc, on pourrait organiser un débat sur la liquidité, les contrôles de capitaux en Chine et les intérêts et les inconvénients d'avoir du yuan. Mais vous voyez que même les grandes économies émergentes, même les BRICS qui sont très vocales pour se dédollariser, finalement, elles n'achètent pas tant que ça du yuan pour se diversifier. Et donc, et en plus de ça, après, ben, arrivent des périodes de forte incertitude, de crise, où là, eh bien, finalement, le premier réflexe, c'est de racheter du dollar parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Et donc, c'est pour ça qu'on est toujours dans cette situation-là. Mais le fait est que, en effet, il y a un moment où ce sera sans doute plus tenable. Et d'ailleurs, peut-être même que Donald Trump est inquiet de ça, hein, parce que c'est à ce sujet-là qu'il a communiqué ce week-end sur les réseaux sociaux en menaçant les BRICS de leur imposer des droits de douane à hauteur de 100% si ces pays-là, justement, réduisaient leur exposition au dollar. Citer l'euro. Pardon? Tu n'as pas cité l'euro. Oui. Alors, c'est vrai, l'euro a vu son utilisation au cours des 20 dernières années augmenter dans un premier temps. Et depuis plafonné hein, à un niveau qui est assez modéré et qui,
et qui correspond au poids de la zone euro dans l'économie mondiale. Donc l'euro est une réussite, mais pour autant, ça ne veut pas dire que cette monnaie est de nature à supplanter le dollar, sachant que, bah, comme il a été dit en introduction, on a aussi nos vulnérabilités et nos sources d'incertitude et de risques pour les mois à venir. Oui, c'est sûr. Bon, on a une Donc par question, défaut, le dollar reste l'actif privilégié en temps de crise. on a une question écrite de Philippe Oui, Obermann, si tu la vois. oui. Quelle influence Donald Trump, pardon, souhaite-t-il voir sur le développement des économies africaines? Euh, au risque de ne pas être politiquement correct, je pense que c'est très clairement pas sa priorité. Il n'en a absolument pas parlé, ou très peu à ma connaissance, pendant l'ensemble de sa campagne. C'est pour ça que je disais, si les économies africaines sont impactées négativement, ce serait quelque part des victimes un peu secondaires liées à sa volonté d'imposer des droits de douane sur toutes les importations. Je pense pas qu'il ait de vision forte sur l'Afrique. Ce qu'on peut dire quand même, au-delà de ça, c'est que peut-être que comme avait commencé à le dire un peu Mathilde, il mettra l'accent, comme pour l'ensemble des autres régions, sur des relations plus bilatérales que des relations plus régionales. Enfin, on se souvient du sommet organisé par l'administration Biden à la Maison Blanche, pardon, avec la quasi-totalité des chefs d'État africains. C'est vrai que là, on peut penser que c'est moins probable avec Donald Trump. Cela dit, on peut penser qu'il pourrait accorder de l'importance à certaines économies, comme je le disais, qui exportent et qui sont productrices de matières premières dont l'économie américaine a besoin, hein, notamment, on pense à un certain nombre de métaux critiques, euh, quitte à, quitte à insister un peu moins sur les notions de valeurs liées à la démocratie, à la corruption, etc., qui sont mises en exergue, hein, dans le cadre de l'AGOA, Mathilde le disait. Et j'en reviens quand même, tu as évoqué tout à l'heure rapidement, le micro, lui. Tu as évoqué rapidement la question de l'élasticité. Mais quand même, si les droits de douane, notamment sur la Chine, augmentent de 60%, euh, et la Chine ne fabrique pas de matières premières, elle produit fini, est-ce que quand même l'élasticité, elle ne sera pas là et les quantités vont baisser assez fortement? Complètement. C'était justement l'objet de. C'est comme le but. Enfin, c'est pour ça que j'insistais sur le fait que les effets secondaires via les moindres exportations vers la Chine seraient sans doute les plus à surveiller. Et c'est ça le risque, hein, c'est que ça mène à vraiment une réduction du commerce mondial et étant donné le rôle central de la Chine, et le cas échéant, là, les économies africaines qui exportent beaucoup vers la Chine seraient impactées en effet. Et puis, dans l'élasticité, il y a l'histoire aussi du cours des matières premières. Est-ce que c'est possible, ça, que si les droits de douane augmentent sur les matières premières, qui ne sont pas très élastiques, dont le marché n'est pas très élastique, ce soit le cours des matières premières qui compense un peu et qui corrige ça en baissant? Oui, après Ça, c'est c'est difficile. où c'est étranger. Non, c'est pas étranger, surtout que le cours de beaucoup de matières premières est libellé en dollars. Donc c'est vrai que dans un Oui, contexte de dollars élevé, oui, ça joue. Et puis, bon, mais après, ce qui rend évidemment les choses compliquées, c'est toujours un peu la loterie, hein, de faire des prévisions sur les prix oui, des matières premières qui sont aussi, bah, tout le monde le sait, très impactés par tout ce qui se passe au niveau géopolitique. d'accord. Très bien, il n'y a pas d'autres questions? Moi, je n'en vois pas en tout cas. Non? Ben, écoutez, Mathilde, qu'est-ce qu'on fait? On met fin à la réunion, il est l'heure. Oui, je pense. Ben alors, il me reste plus qu'à vous remercier tous les deux. Merci beaucoup, Julien, de toutes ces explications que j'ai trouvées très, très claires. Permettre de décerner les grandes félicitations. Et merci beaucoup à Merci Mathilde beaucoup. aussi d'avoir organisé tout ça.
Et ben, je vous souhaite à tous une bonne journée et je dis au revoir à tous les participants. Mathilde, si tu veux. Peut-être qu'on peut annoncer Oui. aussi qu'en début d'année 2025, on va traiter le crédit carbone dont les pays africains attendent des revenus. On va essayer de décrypter avec Oui. Mathilde ces nouveaux marchés et les mécanismes parce que c'est pas forcément très très clair pour tout le monde. Il y a beaucoup d'espoir de certains pays africains de pouvoir monétiser leurs forêts, mais est-ce que voilà, dans quel cadre cela pourra se faire et qu'est-ce que ça pourrait vraiment leur rapporter, ben, ça reste encore un peu mystérieux, complexe. Tout à fait. Ce sera la deuxième semaine de janvier normalement. On vous enverra une On est invitation. impatients. Oui. Allez, merci à Merci à tous. tous. Bonne Merci, journée. merci beaucoup. Je vous débranche. Au Au revoir. revoir.